Bonjour Martine Moll. Bonjour. Vous avez bien connu Gabrielle Witkop parce que vous avez été sa voisine et son amie lorsque vous viviez à Francfort. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec elle? Oui, alors la première rencontre, c'était en 1998 pour un 14 juillet au consulat de France. Je l'avais déjà aperçue avant. Je connaissais Gabrielle pour sa réputation parce que elle n'était pas facile, elle avait un fort caractère. Et il est vrai que j'aurais pu la connaître bien avant et je l'ai énormément regretté, mais c'est comme ça. Mais j'avais un a priori, je me disais, cette dame, d'abord, bon, elle m'impressionnait, et puis son caractère ne me convenait pas, parce qu'elle était trop... elle me paraissait acariâtre, voilà. Et qu'est-ce qu'on racontait sur elle dans le voisinage? Alors, on me disait... mais la première fois, on m'a dit « Oh là là, la française, oh là là », c'était... On n'osait presque pas m'en parler, tellement elle passait pour être... une furie, quoi, qui détestait les enfants, mais ça je l'ai su plus tard, qui râlait beaucoup, qui ne supportait pas l'indiscipline des voisins, le fait qu'ils laissent des papiers par terre ou qu'ils jettent des mégots par la fenêtre, ou bien qu'ils ne la saluent pas. C'était... Voilà, elle avait la réputation d'être une femme difficile, une voisine difficile. Et donc quand je la croisais, j'ai honte de le dire, mais c'est comme ça, je l'évitais finalement. Ça paraît inimaginable parce que plus tard, c'était un tel plaisir de la retrouver, mais là, non, au début c'était comme ça. Et donc on s'est connus un 14 juillet à Francfort, au consulat de France, pour le 14 juillet. Le consulat invite tous les Français qui habitent à Francfort. Tous les Français sont invités, il y en a un certain nombre qui vient. Et Gabrielle faisait partie du lot et c'était une très jolie apparition, elle avait de très beaux bijoux, était très élégante. Et en fin de soirée, j'avais entendu qu'elle souhaitait rentrer chez elle en taxi. Elle avait demandé qu'on téléphone à un taxi. Et moi, je me suis approchée et j'ai dit, ben, écoutez, Madame Witkop, si vous le souhaitez, nous pouvons vous raccompagner à la maison, puisque nous rentrons nous aussi. Et là, arrivé chez nous, en bas de l'immeuble, Gabrielle nous a gentiment invités, mon mari et moi, à prendre un verre. Et un verre, ça voulait dire une coupe de champagne, une deuxième, une troisième. Elle avait très très envie de terminer la soirée, voilà, dans un état joyeux, gai. On s'est quittés en se promettant de nous revoir. Elle savait donc entre-temps que nous étions au 2e étage, au-dessus de chez elle. Et à partir de ce moment-là, je l'ai rencontrée assez souvent. Mais ça restait malgré tout une relation un peu distante. Elle m'appelait madame, je l'appelais madame. Et puis il y a eu une anecdote. Un jour, ma machine à laver le linge est tombée en panne. Et je savais qu'il y avait au sous-sol des machines à laver où on pouvait, avec des jetons, laver son linge. Il y en avait 6 ou 7. Donc je suis descendue avec le linge pour faire ça. Et tout d'un coup, je vois une apparition. C'était Gabrielle qui est descendue en chemise de nuit. Et elle était un peu surprise de me trouver là parce que moi j'attendais, je regardais si tout fonctionnait. Et on a commencé à avoir une discussion là. Elle était sans maquillage, elle était décoiffée. Elle avait un œil brun noir parce qu'elle était tombée. Elle avait fait une chute. Et ça a été un moment extrêmement intime finalement, puisqu'on s'est retrouvés toutes les deux dans un endroit tellement, je sais pas, impensable, mais c'était comme ça, où
On a sympathisé vraiment à ce moment-là, quand nous étions toutes les deux dans cette buanderie avec les machines à laver, le linge. Elle m'a donné rendez-vous pour plus tard. Elle m'a dit, écoutez, je vais aller m'habiller et vous viendrez me voir. Et là, elle a commencé chez elle à me montrer des tiroirs avec plein de photos. Des photos d'elle, des photos de ses amis IES. Elle m'a montré sa chambre, qui était recouverte de tissu rouge. Elle avait un petit appartement, un studio, je dirais. Hein. Ensuite, elle m'a amenée dans sa cave pour me montrer tous les magazines, les journaux, les livres. Elle m'a remis 1 ou 2 livres et puis elle m'a dit, écoutez, je n'ai pas trop de temps, vous-même vous êtes occupé, donc on se retrouvera et je vous donnerai, j'ai tellement de livres, je vous en donnerai. Bon, elle m'avait donné aussi des livres de chez Vertical. Voilà, ça s'est passé comme ça, puis le temps a passé, les mois, elle est montée une fois dans ma voiture pour aller dans un quartier de Francfort qui s'appelle Sachsenhausen. C'est l'autre côté du Main. Nous, on habitait, si vous voulez, rive droite. Et l'autre côté du Main, c'est un quartier qui s'appelle Sachsenhausen. Et j'avais une amie qui avait enregistré une émission, je crois que c'était sur Arte Allemagne, une émission qui était consacrée à Gabrielle. Et donc Gabrielle est venue dans ma voiture, elle était à nouveau élégante avec des talons très jolis. Et nous sommes arrivés chez mon amie, et ce qui m'a frappée et qui m'a vraiment énormément émue, c'est que Gabrielle a demandé une chaise et elle s'est assise à 50 cm de l'écran, parce qu'elle avait un problème de vue, et sa vue déclinait vraiment de jour en jour. Hein. Donc, la voir toute frêle là devant l'écran de télévision, c'était extrêmement émouvant. Donc ça, c'est un point aussi qui m'a marqué, dont je me souviens assez fortement. Je crois que c'est fin 2001. Il y avait à Paris une exposition au musée d'art moderne. On remettait un prix à 2 femmes photographes. C'était Jo et Hélène, peut-être. Il me semble que c'était un couple de femmes. Et ce sont des photos où on ne voit pas le visage, mais on voit uniquement les corps qui sont dans des positions un peu spéciales. Et Gabrielle a écrit 3 pages sur ces photographes. Et elle était invitée lors de la remise de ce prix. C'était un prix qui avait un lien avec le CCF, la banque CCF. C'était la fondation du CCF pour la photographie. Et ils ont remis un prix à ces 2 femmes anglaises. Et Gabrielle m'avait proposé de l'accompagner. Mais pour une raison que j'ignore aujourd'hui, je ne me souviens plus du tout, je n'y suis pas allée. Je devais faire peut-être autre chose, et là aussi je le regrette, parce que déjà elle n'y voyait pas très bien, et elle est partie seule à Paris. Je ne sais pas qui l'accueillait à Paris, mais en tout cas, voilà. Quel type de personnes elle fréquentait à Francfort? Elle avait des amis? Quelles étaient ses relations? Alors, je vais vous dire qu'elle refusait de parler avec moi de ses amis. Elle avait dit, mes amis, ce sont mes amis. Et elle ne voulait surtout pas elle disait, de mon vivant, je n'aimerais pas que mes amis proches se connaissent. Voilà, je savais qu'il existait ces amis de Badenbourg, qu'il avait accueillis et qu'il y avait permis de vivre très décemment à Francfort, parce que l'appartement de Francfort appartenait à un couple, lui avocat, elle médecin, et qu'elle voyait régulièrement. Pourquoi est-ce qu'elle cloisonnait comme ça? Je crois qu'elle avait ce côté un peu possessif et exclusif. Elle avait une relation particulière avec chacun, et elle n'aimait pas trop
c'est après sa mort que j'ai connu ces personnes, entre autres, bon, Nicolas. Elle m'avait parlé de Nicolas, mais elle n'avait pas souhaité me le présenter, alors que je l'avais vu, Nicolas Delécluze, je l'avais vu depuis mon balcon. J'avais vu aussi Jérôme Garcin. Jérôme Garcin, voilà. Je l'avais vu. Il me semble avoir aperçu aussi Mathieu Lindon, voilà. Mais elle ne souhaitait pas. Elle me disait non. Elle ne voulait pas les présenter. C'était son domaine à elle et elle ne souhaitait pas. Est-ce qu'elle vous parlait parfois de ses romans? Alors oui, elle m'avait parlé de Christopher, un grand amour de sa vie, elle avait écrit après sa mort, si je ne me trompe pas, c'était Sérénissime Assassinat. Et plus tard, elle a écrit La mort de C. Et elle m'avait dit que c'était vraiment un amour extrêmement fort et le grand amour de sa vie. J'avais entre les mains aussi le livre écrit par son mari Justus. Ça s'appelle Pariser Tagebuch, je crois, où il raconte les années qu'il a passées à Paris, caché avec Gabrielle, où ils ont eu toujours... ils mouraient de faim, ils avaient très très peu à manger, et ils avaient toujours très peur de se faire attraper. Et ce livre, d'ailleurs, Justus l'a dédié à Gabrielle en écrivant « à ma chère et courageuse épouse ». Et le mot « courage », je crois que c'est un qualificatif qui convient très bien à Gabrielle, parce qu'elle l'a prouvé maintes et maintes fois qu'elle était très courageuse. On parlait aussi... vous êtes au courant sans doute qu'elle écrivait ce qu'on appelle les Reiseberichte en allemand, des récits de voyage pour le journal Frankfurter Allgemeine. Et c'était des articles qui étaient toujours extrêmement bien écrits. Elle m'avait donné un article, elle avait fait une thalasso par exemple à La Baule. Et ce sont 2 pages du journal où elle décrit comment se passe une thalasso. Ça, c'est un exemple. Elle a fait des voyages en Asie. Alors là aussi, elle écrivait. Et Gabrielle était toujours très soignée. Elle aimait bien aller aussi chez l'esthéticienne. Voilà. Et donc, ce fameux novembre, c'était en 2002. Je suis partie en voyage et à mon retour, je suis allée chez Gabrielle et la porte était fermée, elle ne répondait pas. J'ai essayé de trouver, nous avions un concierge. Le concierge était parti en vacances. J'ai demandé autour de moi, on ne sait pas, c'est fermé chez Gabrielle, nous ne savons pas où elle est, ce qu'elle est devenue. J'ai réussi à obtenir le numéro de téléphone de ce concierge qui s'occupait du jardin aussi autour de chez Gabrielle et qui me dit « Ah mais vous n'êtes pas au courant, elle est à l'hôpital ». J'ai dit « Mais quel hôpital ?» Il me dit « Je ne sais pas ». Donc j'ai téléphoné à tous les hôpitaux de Francfort, j'ai fait le tour jusqu'au moment où on m'a dit « Oui, il y a bien une Madame Witkop chez nous ». Donc je suis allée la voir et je suis allée la voir tous les jours à l'hôpital. Alors je lui portais son fruit préféré qui était une mangue. Elle adorait les mangues. Une demi-bouteille de champagne aussi. Voilà, le champagne c'était vraiment quelque chose qu'elle adorait. Et donc elle était dans une chambre avec 2 autres personnes, 2 autres femmes qui étaient très mécontentes au sujet de Gabrielle, parce que Gabrielle leur avait interdit de regarder la télévision. Il y avait une télévision commune aux 3, c'était 3 lits quand même. Et Gabrielle avait un lit près de la fenêtre. Et apparemment, elle a dû faire pas mal de remarques, puisque ces 2 personnes qui étaient alitées à côté d'elle
ont demandé à partir. Gabriel s'est retrouvé seul dans la chambre. Et voilà. Et donc là, je l'ai vu malheureusement avec pareil pour l'aider à respirer. Et j'ai assisté à une scène où un médecin est venu avec 2 infirmiers, une infirmière et un infirmier. Ils m'ont demandé d'attendre dans le couloir, ce que j'ai fait. Et quand ils sont sortis, bon, je parle couramment l'allemand, donc je comprends, ils ont fait une remarque, mais quelle femme étonnante, c'est les mots qu'ils ont utilisés. Quelle femme étonnante, quel courage, voilà. Quel courage, quelle personnalité. Ils étaient, voilà, ils parlaient de Gabriel comme ça, avec des termes. C'était une femme étonnante, oui. Gabrielle était une femme très étonnante. Et donc, comme je vous disais, je suis allée chaque jour la voir. Et un jour, je me suis retrouvée avec cette dame, médecin, son amie de Badombo. Là, Gabrielle, elle était très, très émue. Elle nous a pris une main à chacune. Et je l'ai vue pleurer, et elle ne voulait pas pleurer devant nous, mais elle n'était pas bien. Et elle a dit « mes amis », en nous serrant très fort la main. Et c'était vraiment un moment très, très intime aussi. Et puis ensuite, bon, cette dame est repartie. Je suis restée seule avec Gabriel. Je dis à Gabriel, écoutez, je viendrai encore demain. Et ensuite, je pars à Toulouse. C'était l'approche de Noël. Et elle me dit, ben, nous ne nous reverrons pas. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Je dis, mais Gabriel, vous allez rentrer et vous allez voir, ça va aller mieux. Elle a dit, non, non, nous ne nous reverrons pas. Je devais rentrer le 2 janvier, je crois. Et elle m'a dit, jeudi, nous sommes partis jeudi matin vers Toulouse. Et elle m'a dit que jeudi, elle quittait l'hôpital et rentrait chez elle. Et donc c'est là où j'ai déposé devant sa porte un Tupperware avec une ratatouille, une demi-bouteille de champagne, un petit mot. Et plus tard, j'ai su, bon, c'est le dimanche, je crois, que j'ai appris son décès. Son héritier m'a téléphoné à Toulouse pour m'annoncer qu'elle était décédée. Et plus tard, il m'a dit que c'était son dernier repas. Gabriel, qu'elle avait mangé une ratatouille, qu'elle avait déjà goûté chez nous, qu'elle avait énormément apprécié, parce qu'elle aimait beaucoup les légumes. Voilà, je n'ai plus revu Gabriel. Est-ce que dans les derniers moments, elle parlait des livres qui venaient de paraître ou des livres à paraître? Oui. C'était sa préoccupation? Oui, mais elle disait « ça vient trop tard ». Elle était extrêmement fière et heureuse d'avoir été redécouverte, mais elle m'a dit plusieurs fois « ça arrive trop tard ». Ça arrive trop tard, mais elle savait malgré tout qu'elle avait du talent, parce qu'elle avait un talent énorme, et elle en était consciente. Mais elle était attristée de ne pas avoir eu de succès. Et le succès qui est arrivé, elle l'a connu en fin de vie, mais elle disait tout le temps « ça arrive trop tard ». Malgré cela, est-ce qu'elle était heureuse de venir à Paris, rencontrer les libraires et les journalistes? Elle était heureuse, mais elle ne montrait pas, elle était très fatiguée. Quand elle revenait à Francfort, elle était épuisée. Oui, elle était épuisée. Elle était extrêmement heureuse, je pense, d'avoir connu Nicolas Delécluze, qui lui apportait bon, déjà la jeunesse, puisque je crois que Nicolas avait 30 ans quand il a connu Gabriel Witkop. Et ils ont eu énormément d'échanges tous les deux.
Et ça lui a apporté beaucoup. Je crois qu'en fait, moi j'ai connu vraiment ce côté humain, elle avait besoin de se sentir aimée, de se sentir appréciée. Et avec moi, elle n'avait vraiment pas l'image de la dame mondaine. Je crois qu'elle m'aimait beaucoup. Elle m'a fait des dédicaces toujours très gentilles. Je me souviens que pour mon anniversaire, par exemple, elle m'avait offert les mémoires de l'abbé de Choisy. Peut-être vous l'avez eu entre les mains. Habillé de rouge, qui est magnifique, hein, cet album. Yvon Lambert. Hein. Ouais. Et elle avait marqué comme dédicace à Martine, amie de l'esthétique et qui comprend si bien les choses. Son amie Gabrielle. Et je crois que c'est ça, je savais l'écouter. Je crois que je sentais en elle son humanité, alors qu'elle faisait tout pour être dure, pour montrer un aspect masculin. C'est ça. Et ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, avec nous, le courant est bien passé et elle était presque maternelle avec moi. Justement, est-ce qu'elle vous parlait de son enfance, de sa mère, de son père? Alors sa mère, elle ne voulait pas en parler. Elle ne voulait pas en parler. Je crois qu'elle a beaucoup souffert de la froideur de cette femme. Elle avait beaucoup d'admiration pour son père, par contre. Et elle disait qu'elle avait tout appris jeune par son père, qui lui avait laissé beaucoup de liberté. Elle m'avait écrit une lettre que j'ai gardée. En 2001, mon neveu est décédé à 18 ans d'une leucémie foudroyante. Et elle m'avait écrit une lettre extrêmement touchante où elle a laissé parler son cœur. Et elle était d'une tendresse incroyable. Et je me dis, elle a vraiment les deux facettes. Bon, la facette qu'elle voulait donner, et elle était d'une certaine manière dure. Et puis elle avait un côté aussi très, très doux. Parce que oui, on a rencontré plusieurs personnes et même en interview, beaucoup de gens ont pu dire qu'ils se sentaient mal à l'aise lors d'une première rencontre avec Gabrielle. Elle avait vis-à-vis des femmes une certaine misogynie. À l'époque, bon, j'avais 20 ans de moins. Elle était aussi sensible peut-être à ce que je pouvais donner comme impression. Et je ne sais pas si vous êtes au courant qu'après sa mort, c'est elle-même qui a rédigé son faire-part de décès, qui est paru dans le journal. Et elle avait décidé d'inviter ses amis proches pour un repas dans un endroit qui s'appelle Literature House, que Bernard Vallée a connu, je crois aussi, puisqu'il était venu pour la présentation d'un livre de Gabrielle. Vous savez, ce sont des souvenirs qui remontent aussi hein, à 20 ans, à plus de 20 ans. Et donc, c'est son héritier qui m'a contactée pour me dire que nous étions invités. Nous étions maximum une quinzaine de personnes. Nous étions donc, elle avait invité pour un repas et nous devions boire le champagne, penser à elle, parler d'elle. Et j'ai eu le privilège d'avoir à ma gauche son héritier et à ma droite son héritier Français. Nicolas Delécluze, voilà, qui s'est occupé de tous les livres. Il y avait également Claudia Calcioia, qui était sa traductrice pour Sérénissime Assassinat, qui a eu le prix André Gide de la traduction. Et Claudia était assise à la droite de Nicolas Delécluze. Il y avait à cette table donc son héritier et l'épouse de Badombourg. Il y avait sa dernière amie intime avec laquelle je suis toujours en contact. Je suis d'ailleurs toujours en contact avec
ce couple de Badombo et avec cette dame qui était très proche de Gabriel, qui a été probablement son dernier amour, qui est toujours en vie, et que j'ai revu au mois de juin à Badombo. Et personnellement, c'est mon avis, je trouve qu'elle ressemble de plus en plus à Gabriel, physiquement. Et dans le Cheveux caractère? très courts, non, un caractère très doux. Non, pas au point de vue caractère, au point de vue physique, je dirais. Elle m'avait fait cadeau aussi d'un livre en allemand qui parlait des personnes tondues, des femmes tondues après la guerre. Ça, c'est quelque chose qui l'avait énormément marqué. C'est la raison aussi pour laquelle elle ne voulait pas rester en France. Et elle a rejoint Justus Witkop en 1946. Ils se sont mariés en 1947. Et elle se sentait bien en Allemagne. Elle aimait la manière de penser des Allemands, elle aimait la littérature allemande. Et les Français, la France, elle ne voulait plus entendre parler. Je pense qu'elle a subi une humiliation terrible. Elle qui avait de magnifiques cheveux, elle a été, son mari en parlait d'ailleurs dans son livre, des magnifiques cheveux de Gabriel. Et ça a dû être terrible. Mais elle avait beaucoup de pudeur. Elle ne voulait plus aborder ce thème-là. Quand Jérôme Garcin arrive à Francfort et entre dans son appartement, Gabriel l'accueille en disant « Bienvenue chez la petite fille du marquis de Sade ». Oui, c'est lui qui a parlé de ça. Elle l'a peut-être dit parce qu'elle a été très théâtrale, hein, Gabrielle. Et elle a certainement dit. C'est tout à fait plausible qu'elle l'ait accueillie avec ces termes-là, oui. Elle avait un passé sadien ou sadique, ou est-ce qu'elle n'en parlait pas du tout? Alors, elle m'avait parlé... non. Elle me parlait plutôt des rêves qu'elle faisait, parce que nous avions ça en commun, que nous rêvions énormément. Et elle interprétait ses rêves. Et j'ai eu parfois l'impression, je me trompe peut-être, qu'elle mélangeait un peu parfois le rêve et la réalité. Il y a des choses qu'elle avait rêvées et qu'elle trouvait peut-être particulièrement intéressantes ou cruelles. Et elle aimait en parler et s'approprier ces idées-là. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, le souvenir que j'ai de Gabrielle, c'est son parfum. Parce que dans le couloir où elle habitait, chaque fois que je passais, et ça m'arrivait très souvent de passer devant chez elle, parce qu'il fallait passer devant chez elle pour rejoindre une piscine. Nous avions la chance d'avoir une piscine dans l'immeuble. Il flottait un parfum, mais pendant longtemps. C'est elle qui m'a fait connaître Serge Lutens. Si mes souvenirs sont bons, elle portait un parfum qui s'appelle Ambre Sultan. Alors je ne sais pas si c'est celui qu'elle portait à la fin de sa vie, mais en tout cas, on en avait parlé. Et sa voix, je ne l'oublie pas, même 20 ans après, elle avait une voix très particulière, un rire. Elle pouvait être très joyeuse, très joyeuse. C'était une femme qui aimait choquer, donc cette femme qui aurait tué son enfant, est-ce que vraiment elle a entendu cette confidence, ou est-ce que c'est Gabriel qui l'a inventé? Ça n'a aucune importance dans le fond. Hein? Ça dit quelque chose d'elle. Absolument, oui. Absolument. Ça dit quelque chose aussi de sa détestation des enfants. Oui. Parce que vraiment, elle n'aimait pas les enfants, ça elle l'a dit plusieurs fois. Je crois que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais un peu de réticence à faire sa connaissance ou à mieux la connaître, parce que nous avions une fille. Et notre fille allait à la piscine. Et un jour, Gabrielle me dit qu'elle détestait tous les enfants, sauf ma fille. Notre fille, elle avait le privilège d'être appréciée par Gabriel. Mais je pense que c'était sincère qu'elle n'aimait pas la présence des enfants, qu'elle trouvait
très bruyant. Elle se mettait en colère d'ailleurs quand elle était au restaurant, s'il y avait à la table à côté des enfants qui faisaient du bruit, elle n'avait pas peur de dire aux parents sortez vos enfants. Elle disait vraiment ce qu'elle pensait et quand quelque chose ne lui convenait pas, elle le disait. Ouais. À votre avis, ça venait d'où cette détestation? Alors moi j'avais du mal à comprendre puisque j'aime beaucoup les enfants, au contraire, mais je pense qu'elle a souffert dans son enfance. Elle a souffert de... Bon, elle disait qu'elle appréciait la solitude, que c'était une solitude choisie, mais à mon avis, elle a souffert de la solitude. Et peut-être du traitement infligé par sa mère, ce manque d'amour dans l'enfance. Je peux m'imaginer que c'est un rapport avec sa propre enfance, le fait qu'elle détestait les enfants, le bruit, et quand des enfants jouaient au ballon aussi dans le parc, elle ne supportait pas. La musique forte. Eh bien, merci beaucoup, Martine. Avec plaisir.